Alors bonjour et bienvenue à cet entretien consacré à l'actualité du nationalisme. Pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter? Bonjour, je m'appelle Olivier Klinge et je suis avocat. Alors, la Ligue vaudoise, notre mouvement, a donné le nom de nation à son journal parce qu'elle considère que la nation est le but ultime de la politique. Parlez-nous s'il vous plaît de l'intérêt national vaudois. Parler d'intérêt national, ce n'est évidemment pas dire qu'il s'agit de défendre un égoïsme nationaliste qui s'exprimerait contre d'autres nations. D'abord, sur les termes, il faut différencier la nation, qui est la communauté des communautés qui la composent, de l'État, qui est l'institution qui exerce le pouvoir, l'administration sur cette nation. La nation, c'est donc d'abord la communauté formée par les habitants d'un territoire ayant construit une unité politique au fil des siècles, pour le pays de Vaud, dès la construction unificatrice de la Maison de Savoie, puis l'administration unifiée sous leurs excellences de Berne, et enfin l'indépendance cantonale dès 1803. Dans cette optique, le nationalisme respecte vers l'intérieur l'autonomie des communautés qui composent la nation, la famille, les communes, les entreprises, les associations professionnelles ou sociales, etc. L'État doit ainsi non seulement respecter, mais préserver et encourager cette autonomie qui nourrit le bien commun national. Vers l'extérieur, l'État national respecte la souveraineté et l'indépendance des autres nations et collaborera avec elles en vue d'augmenter la prospérité et la paix entre elles, puisque cela sert à nouveau son bien commun national propre. Précisons-le d'emblée, notre vision du nationalisme est le contraire du communautarisme ou du racisme. La notion de bien commun vaudois intègre précisément les intérêts des minorités et des étrangers présents dans le canton de Vaud. La notion de bien commun inclut donc l'ensemble des personnes qui vivent sur le territoire national et ne saurait être l'intérêt d'un certain groupe, d'une élite, d'une ethnie ou de certaines familles. Le pays de Vaud est une partie de la Confédération helvétique. Alors, que vient faire la notion de fédéralisme, chère également à la Ligue vaudoise, dans cette affaire? Le national, c'est quel niveau? C'est la Confédération ou c'est le canton de Vaud? La Confédération suisse n'est pas une nation. Elle n'a pas cette unité, cette tradition, cette langue, cette religion commune qui caractérise l'État national. Par exemple, l'exemple typique, c'est la France. Cela dit, le canton de Vaud, en tant que nation, dans une perspective d'assurer de manière plus efficace sa défense, militaire d'abord, mais aussi diplomatique et économique, s'est allié avec d'autres cantons fédérés qui se retrouvent dans la même situation, c'est-à-dire des petites nations trop faibles pour défendre leur autonomie face aux grands États centralisés qui nous entourent. Tous ces cantons se sont fédérés, se sont alliés et ont confié à un organisme commun, la Confédération, certaines tâches et ont mis en commun leurs ressources. Mais la Confédération reste seconde par rapport au canton. Elle n'a pas de but propre. Son efficacité doit être jugée dans le bien qu'elle apporte au canton, alors que chaque canton trouve son but dans la préservation, dans la défense de sa propre communauté nationale. Vous nous avez dressé un tableau positif du nationalisme, mais on sait que de nos jours, le terme a très mauvaise presse. Il est souvent associé à l'égoïsme, à la haine, au rejet, au racisme, à la xénophobie. Qu'en est-il réellement? Cette connotation négative du nationalisme est récente et en fait injustifiée. Un ordre politique fondé sur les États-nations indépendants qui ne cherchent pas à imposer leur suprématie sur les autres États, mais respectent leur souveraineté réciproque, est un idéal très enviable. Yoram Hazony, un bibliste israélien, dans un ouvrage récemment traduit en français, Les vertus du nationalisme, a fait grand bruit dans le monde anglo-saxon. Il parle d'une perspective historique et fait partir l'idée du nationalisme face aux empires antiques et aux cités-États, par exemple aux cités-États grecques, de l'agrégation par Moïse des tribus d'Israël, en vue de constituer un État national
fondée sur une langue, une histoire, une religion commune, celle du peuple juif, qui n'a pas pour but de s'étendre aux confins de la terre, mais uniquement de se gouverner seul. Cette vision biblique pour Azoni a ensuite été occultée par le christianisme, dont l'Empire romain a épousé la religion et qui a repris l'impérialisme de ce dernier dans le Saint-Empire romain germanique et le centralisme papal. Ensuite, la réforme protestante, en Suisse, en Pologne, en Angleterre, en Hollande, en Écosse, embrasse rapidement les traditions singulières des peuples et reprend cette tradition de l'Israël vétérotestamentaire. Et, au XVIIe siècle, la paix de Westphalie impose un ordre politique fondé sur l'État-nation. Ainsi, au sortir de guerres de religion sanglantes, ayant opposé le Saint-Empire catholique romain aux aspirations d'indépendance des États protestants, et à la fin de la guerre de 30 ans, on considère que l'idéal politique est que les nations soient capables de concevoir leur propre trajectoire indépendante, de cultiver leurs propres traditions et de défendre leurs propres intérêts sans souffrir la moindre ingérence. Alors, est-ce que ce n'est pas justement cette prétention des États-nations à être souverains et à défendre leur intérêt national qui a amené aux atrocités de la Première Guerre mondiale? Ce point de vue ne s'impose pas. Sans prétendre donner ici une réponse définitive sur l'épineuse question des causes de la guerre de 14-18, il faut considérer que c'est l'impérialisme des empires centraux, entre autres la prétention de l'Autriche-Hongrie à dominer la Serbie, ou la volonté de la Prusse d'étendre sa domination vers l'Est, qui ont été des déclencheurs. Or, l'impérialisme, qui est l'ordre politique visant à étendre son contrôle aussi loin que possible et idéalement sur toute la terre, est justement le contraire du nationalisme, qui, lui, circonscrit sa prétention de gouverner à une certaine nation, à un certain territoire, tolérant les autres nations et leur organisation politique. On peut certes admettre que les prétentions nationales, même fort restreintes par rapport aux prétentions impérialistes, peuvent entrer en conflit avec d'autres prétentions d'États-nations. Ce n'est pas ici le propos de nier les rivalités de frontières entre États-nations. L'humain n'est pas parfait et le conflit l'accompagne. Mais l'ordre politique nationaliste, mettant aux prises un grand nombre de nations, est meilleur que celui mettant aux prises des empires puissants avec des prétentions de domination absolue. Outre le cliché éculé « le nationalisme, c'est la guerre », quelles ont été les autres contestations du nationalisme? Cet ordre westphalien a été contesté par des penseurs libéraux et universalistes. D'abord John Locke, dans l'univers anglo-saxon, Jean-Jacques Rousseau, plus près de chez nous, Emmanuel Kant ou Jürgen Habermas, dans l'univers germanique. De même, l'idéologie marxiste, comme l'idéologie libérale, ne reconnaissent comme principe fondateur en matière de légitimité politique que la liberté individuelle. Dans cet esprit, l'intérêt national ne peut être qu'un égoïsme source de violence. On le voit, en particulier depuis les années 1990 et la chute du mur de Berlin, c'est le triomphe du mondialisme, qui s'exprime en Europe à travers le traité de Maastricht ou le nouvel ordre américain. Dans cette vision, les nations doivent être sans identité culturelle ou politique particulière. Et finalement, la conséquence de cet esprit internationaliste est qu'on présente l'histoire et les traditions de chaque nation comme a priori raciste et généralement répréhensible. Pour Yoram Hazony, cet internationalisme n'est pas une idée nouvelle, mais une nouvelle forme de l'idée impérialiste. Les globalistes, comme les impérialistes d'antan, cherchent à soumettre toute la Terre à une seule loi, à une seule organisation, la leur. Cette liberté, cette notion de liberté, n'est-elle pas effectivement mieux défendue par des organisations internationales plutôt que par des États-nations souverains? Cette question sous-tend que la liberté est forcément une liberté individuelle. Or, cette vision d'une liberté comme un droit de l'homme individuel est trop réductrice. En effet, la liberté de l'individu est en fait dépendante de la liberté de sa famille, de sa nation. C'est-à-dire que la liberté individuelle est dépendante de la liberté et de l'autodétermination du collectif auquel une personne est loyale et dont elle fait sienne les espoirs, les souffrances, les humiliations. Prenons la famille. La famille n'est pas uniquement un simple rassemblement d'individus.
Une famille, c'est également une entité dotée de caractéristiques qui lui appartiennent en tant que collectif, en tant que communauté. C'est ce que montrait Olivier de Lacreta dans sa vidéo. Ainsi, chacun des membres de cette famille ressent ce qui arrive aux autres membres de la famille, par exemple un succès, une souffrance, comme quelque chose qui lui arrive à lui-même. Ainsi, une famille peut réussir, peut souffrir. Il en va de même d'une nation. Lorsqu'un individu ressent que sa famille, son peuple est opprimé, il ne pourra alors se sentir vraiment libre. Yoram Hazony prend l'exemple du réfugié qui a fui un pays persécuté par un régime despotique. Certes, personnellement, il est en sécurité, il jouit de liberté civile, il pourra critiquer le régime despotique de l'État qu'il a fui, il pourra certainement aussi critiquer le régime de l'État qu'il a accueilli, il pourra jouir de liberté de mouvement, d'association, de parole, mais sachant que son peuple est tourmenté, exposé au danger, vivant sa vie en exil, il ressemble finalement à l'esclave affranchi. Certes, il peut choisir librement les alternatives individuelles qu'on lui laisse, mais il aura conscience que les actions qu'il désire vraiment, porter assistance à sa famille, à ses concitoyens, les libérer du joug politique qui les enchaîne, lui ont été volées et qu'il ne goûtera pas à la liberté, à sa liberté personnelle, tant que ses concitoyens ne seront pas libres comme lui. Charles Maurras l'a résumé avec l'éloquence poétique qui le caractérise: de toutes les libertés humaines, la plus précieuse est l'indépendance de la patrie. Pour conclure cet entretien, outre l'ouvrage de M. Hazony, quelle est la pertinence du nationalisme de nos jours, en ce début du XXIe siècle? Ces dernières années, nous avons vu fleurir un peu partout en Occident différents mouvements. Le Tea Party ou Donald Trump aux USA, le Fidesz en Hongrie, le Parti Droit et Justice en Pologne ou le Rassemblement National chez nos voisins français ou encore le Brexit. Tous ces mouvements manifestent une contestation de l'internationalisme, une prétention à faire se recentrer le débat politique sur les intérêts, sur les besoins des citoyens et non sur la volonté d'imposer des valeurs au reste du monde. Il y a certes beaucoup à dire sur chacun de ces mouvements, sur leurs dérives populistes et sur leur contexte. Mais ils ont tous le point commun de contester cet ordre politique fondé sur l'idée d'un gouvernement toujours plus globalisé et toujours plus centralisé. En face d'eux, il y a des élites des milieux culturels, universitaires et de la haute administration qui ne conçoivent plus le débat qu'entre différentes formes de mondialisme, un peu plus libéral, un peu plus écolo, un peu plus social, et qui n'envisagent même plus la valeur d'un ordre politique polycentral composé de nations respectant un principe général de non-ingérence et dans le respect des différences culturelles et des traditions de chacune. Pourtant, cet ordre politique nationaliste est plus tolérant que l'impérialisme globalisant qui prétend imposer, y compris par la force armée, des valeurs occidentales à la planète. Cet ordre permet aussi de comparer, et pourquoi pas de s'inspirer, des expériences développées dans chaque nation. Cet ordre nationaliste est plus réaliste, parce qu'il place l'action politique dans un cadre, certes restreint territorialement, mais plus cohérent, auquel le citoyen peut se sentir attaché par sa culture, sa tradition, ses liens familiaux et amicaux. Enfin, cet ordre incite les hommes d'État, plutôt que de se mêler des guêpiers étrangers qu'ils connaissent bien moins qu'ils ne le pensent, à se préoccuper des besoins, des aspirations des personnes qu'ils gouvernent réellement, à préserver et renforcer le bien-être de leur propre nation, sa cohésion interne et son héritage culturel propre. Monsieur Klinge, merci.